Alors bonjour à tous. Donc bonjour à tous pour ce nouveau webinaire dans le cycle CIP 2021, renforcer votre productivité dans la conception et le calcul de structure. Aujourd'hui, je suis moi Yves Ménez, responsable général manager de CIP France. Je suis avec Antonio Martinez, qui est au support technique, ingénieur au support technique de CIP Software. Bonjour Antonio. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Et on sera là pour participer avec vous. Voilà, Donc, dans ce cycle qui présente la version 2021 des logiciels CIP, aujourd'hui, ce dont on a voulu parler, c'est de la modélisation et du calcul de fondation dans les logiciels CIP. C'est quelque chose qui est possible dans les logiciels CIP-CAD, CIP3D et éléments de fondation. Et en réalité, on va mener à bien les démonstrations essentiellement dans CIP-CAD puisque l'ensemble des fonctionnalités possibles sont réunies dans CIP-CAD. Vous pourrez donc nous poser des questions, on y répondra à la fin de la démonstration par le module de chat. Ce webinaire, à la fin, on verra qu'il y a aussi toujours cette capacité de collaboration BIM, mais ce ne sera pas le gros de la présentation. Le gros de la présentation, ce sera donc toujours sur ce sujet des fondations. Donc, avant de commencer la démonstration, rapidement, juste pour que vous vous identifiez ce qu'on va vous montrer. Donc, on sera dans CIP4. Je ferai un petit aparté peut-être en début pour montrer qu'il y a aussi d'autres outils qui contiennent les fondations. Mais donc, dans CIP4, on va faire, alors c'est moi qui commencerai avec un système de fondation par semelle superficielle avec possibilité de mettre des poutres de liaison et de redressement. Donc, on va voir ça. Premièrement, sans interaction terrain-structure, puis avec interaction terrain-structure. Alors ça, justement, ce sujet-là, c'est une nouveauté de la version 2021. Et donc, on verra de quoi il en retourne de ce module-là. Assez naturellement, du coup, avec cette interaction terrain-structure, on va passer sur un autre système de fondation qui existe depuis longtemps dans CIP-CAD et qui est très performant dans cet outil, c'est la fondation par radier et aussi la possibilité de créer des poutres de fondation. Ça, c'est Antonio qui nous expliquera ça. oui. Et puis, tu nous expliqueras aussi le troisième système de fondation. Là, c'est quand on part sur des fondations dites profondes, donc des semelles sur pieux. Donc, le système de fondation sur ces fondations profondes, des semelles sur pieux avec la possibilité également d'avoir ce qu'on pourrait appeler des long greens, qui sont donc les poutres qui reposent sur ces massifs de fondation. Je terminerai sur les fondations sur différentes cotes de niveau. On verra comment on peut toujours sur le même ouvrage faire cela. Donc, sans transition, je vais commencer là-dessus. Juste un petit aparté qui est que encore une fois, et on le mettra en commentaire. Donc, cette vidéo fait partie du cycle de webinaire CIP 2021, renforcer votre productivité dans la conception et le calcul de structure. On a fait le webinaire de fonctionnalité OpenBIM de la gamme structure. Aujourd'hui, on est sur ce webinaire-là. Et le prochain webinaire, c'est lundi 16 novembre avec la partie poteaux et poutres en béton armé. Et jeudi 19 novembre, la semaine prochaine, on sera sur les planchers en dalle pleine et renforts de poinçonnement, mais on en reparlera. Voilà, donc sans transition, je commence, Antonio, moi, sur la partie que j'ai indiquée, et après, je te passerai la main. Parfait. Donc, dans le package de logiciels CIP, donc dans la gamme structure, nous avons CIP4, donc on va voir, mais sachez que de toute façon, les modules de semelles isolées, semelles superficielles, on va les retrouver de manière isolée dans l'élément de fondation. Donc ça, c'est un module isolé. Effectivement, si on n'a vraiment qu'une semelle à calculer, on pourrait aller dans ce module-là. On dispose aussi de ces éléments de fondation au sein du logiciel plutôt dédié à la charpente, mais c'est pas que ça. Mais beaucoup de gens l'utilisent, charpente acier, charpente bois sur CIP3D. On a aussi un module de fondation.
Mais en réalité, c'est pareil, même une structure est faite dans CP3D, on peut la greffer dans CPCAD et exploiter au mieux l'ensemble des fonctionnalités de fondation, parce que dans CPCAD, en plus des semelles superficielles, en plus des semelles sur pied, on va aussi avoir la fonctionnalité de radier et aussi des fonctionnalités de mise en plan qui font que, enfin Antonio, je pense, partage mon avis, au final, même que ce soit pour calculer une fondation isolée ou un groupe de fondations, bah, CPCAD, au final, à on le faire. on y retrouve toutes les fonctionnalités. Bon, en tout cas, ce qui est important, c'est de voir ce qui est possible de faire. Alors, on va aller dans CPCAD. Un premier sujet, dans ce premier point que j'ai dit de semelle superficielle sur pieux, enfin de semelle superficielle isolée, avant d'aller sur un projet, modéliser un bâtiment complet dans CP4, ce qu'il faut bien identifier, peut-être que des nouveaux utilisateurs dans CP4 ne l'identifient pas au premier coup d'œil, c'est qu'en fait, CPCAD, on peut l'utiliser pour uniquement faire un calcul de fondation, sans forcément modéliser le bâtiment complet. Donc quand on crée un projet, voilà, je peux me connecter à un modèle BIM ou pas. Pour l'instant, je vais dire non. Je pars sur un ouvrage vide, la page blanche. Voilà, j'ai les données générales. Je vais pas trop commenter ça aujourd'hui, c'est pas forcément le sujet. Hop, j'accepte. Je crée un nouveau projet et en fait, si pour ceux qui connaissent SIP, en fait, en général, on commence à créer des niveaux. Mais en fait, c'est pas forcément nécessaire de créer des niveaux enfin, c'est pas nécessaire pour faire de la fondation. Directement, on a un niveau qui est le niveau fondation. On peut créer ce qu'on appelle des amorces. En fait, le concept, c'est quelqu'un m'a transmis une descente de charge issue de robots, issue de high-tech, peu importe, d'un autre logiciel de calcul structure ou issue d'une feuille Excel, en tout cas d'une charpente métallique, un charpentacier. Enfin, j'ai une descente de charge qu'on m'a transmise et moi, mon objet, c'est uniquement de calculer les fondations. Et ben, je vais pouvoir créer avec des amorces des pieds de poteau correspondant à cette structure que je veux rapporter sur des fondations. En fait, on définit ici finalement l'empreinte de notre pied de poteau, qu'il est béton ou acier, mais en fait, c'est qu'une empreinte. Donc voilà, il y a une dimension, ça c'est pas vraiment important. On va pouvoir implanter graphiquement. Alors là, je le fais sur une page blanche, mais pour ceux qui connaissent bien CPK, on peut aussi se caler des fonds de plan, des XF, des WG et se caler précisément sur ce fond de plan. Là, je vais faire quelque chose de manière assez synthétique. Je vais créer j'ai créé donc une amorce P1. Pour l'instant, le concept d'une amorce, voilà, ça se montre en pointillé, c'est-à-dire c'est vraiment une empreinte virtuelle et on verra après qu'on va pouvoir chausser ça d'une fondation. Et puis, on va imaginer en fait un cas où on a un poteau isolé, éventuellement deux longs greens, soit qui reçoivent des murs, soit qui reçoivent un plancher, peu importe, que je vais connecter à deux autres pieds de massif de fondation. Donc en fait, on crée des amorces. Et ensuite, donc si par exemple on se dit P1, c'est vraiment un pied de poteau qui me vient de l'extérieur, un pied de charpentier, acier, béton, bois, peu importe, mais on m'a transmis une descente de charge. En fait, toujours dans cet onglet entrée de poteau, je vais pouvoir renseigner la descente de charge qu'on m'a transmise sous la forme d'un tableau par cas de charge. Je vais dire voilà, il y a tant de poids propres de la structure, il y a tant de charges permanentes, il y a tant de charges d'exploitation, et puis on pourrait avoir créer des cas de charge vent, neige, exactement comme on nous a transmis. If, par exemple, il y a des cas où ces informations peuvent venir sur une feuille Excel, on peut copier-coller ici, hein, c'est une autre Oui, possibilité. ouais, tout à fait. On vient et on copie-colle le tableau de la descente de charge. Donc effectivement, si on a, il faut par contre reproduire la même configuration que dans la feuille Excel. S'il y a un cas de charge de neige, voilà, par exemple N1, on accepte, on crée le cas de charge. Et une fois qu'on a établi les mêmes lignes que la feuille Excel, on vient copier-coller en fait ici le cas de charge. Alors, du coup, là, je viens d'effacer le truc. Attends. Comment je... Tiens, ça c'est un truc. Comment je fais pour... Bon, voilà. Hop. Voilà, très bien. Là, ça y est. Donc, j'ai mis une petite descente de charge. Ça, c'est vraiment si on a un pied de poteau. Si on a des murs qui tombent sur des longs greens ou si on a un plancher qui tombe sur des longs greens, il convient, si on en dispose, si on dispose de la descente de charge sur cette long green, on va pouvoir modéliser la long green. C'est juste à des fins de transmission de la charge. Et on modélise
cette longrine. Et on vient modéliser là pour le coup la descente de charge sur cet élément. Voilà. Donc si on en dispose, voilà, on va mettre par exemple comme ça, ainsi. OK, donc on crée les cas de charge et à partir de là, on va pouvoir implanter des fondations, semelles superficielles, c'est mon cas, mais ça pourrait être des semelles sur pieux, c'est ce que nous montrera aussi Antonio. Et donc voilà, on pose nos semelles qui peuvent être centrées, excentrées ou pas, voilà. Donc plutôt quand on repose dessus, ça va être ça. Et dès lors, on peut déjà lancer un dimensionnement de ce système de fondation. Avant d'explorer alors on voit par exemple notre poteau, notre amorce P3 qui forcément reçoit des longrines des 2 côtés, qui est un petit peu plus grosse que les autres et on s'attardera sur les résultats après et voilà. Donc du coup là voilà, concrètement ce que je voulais simplement démontrer, c'est qu'on n'est pas obligé de modéliser une structure complète dans CPCAD pour, faire une étude de fondation. Si par contre on a modélisé une structure, c'est quand même le côté sympathique d'un CP4, c'est qu'une modélisation d'une structure, on peut, enfin une structure, on va pouvoir la modéliser, la calculer sans se préoccuper des fondations. On va définir ce qu'on appelle des liaisons extérieures sur les pieds de poteau. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir se préoccuper justement de définir un système de fondation. Donc voilà, la structure que je propose, là, je vais la résoudre par de la semelle superficielle. C'est le cas que j'ai indiqué en 1 dans la diapo initiale. Et ensuite, sur le même projet, Antonio, lui, fera les autres systèmes de fondation. Donc, c'est une structure logement collectif avec une ossature très poteau-poutre, mais la présence également de murs. Voilà, pour l'exemple, on a pensé que c'était assez intéressant à manipuler. Alors, donc, un peu comme les amorces qu'on a vues avant, en fait, là, j'ai des pieds de poteau. Je suis au niveau fondation et on le voit, ça c'est marqué d'une hachure les pieds de poteau, c'est-à-dire que ces poteaux démarrent dans ce niveau. Là, on va pouvoir implanter, grâce au menu fondation, implanter des. Alors ça, j'allais en parler après, donc je vais l'effacer. Voilà. Donc, on va pouvoir implanter des fondations. Quand on implante des fondations, je l'ai fait tout à l'heure rapidement, je le détaille un peu. Voilà, il nous dit est-ce que c'est des fondations pour un élément d'un seul poteau? Oui, enfin d'un seul porteur, on pourrait parler. Oui, c'est ça. Quel est le type? Semelle plutôt en béton armé dans mon cas. Quel est le type précis? Est-ce qu'on veut que ce soit une semelle carrée, une semelle rectangulaire centrée, une semelle rectangulaire excentrée? On pourrait être sur ce type-là. On a aussi des types pyramidaux. Et on accepte et on vient se positionner. Alors on voit, vous voyez, si je clique à cheval sur le poteau, le pied de poteau, hop, ça me met en place ma semelle centrée. D'accord? OK. Ainsi de suite. Voilà. Par contre, si, imaginons sur P8, P9, P10, j'ai un bâtiment voisin, enfin mon terrain, je dois respecter une mitoyenneté. Eh bien, suivant où je positionne mon curseur, là, je me positionne plutôt en dessous du poteau, hop, ça me crée automatiquement une semelle excentrée qu'il me faudra équilibrer. Qu'est-ce que j'ai comme opportunité aussi? Alors sur les murs, je vais montrer 2 types de fondations par semelle superficielle. Soit je peux raisonner par une semelle filante et dans ce cas, il faut que j'édite mon mur en béton armé pour lui dire ma fondation serait plutôt par semelle filante. Pour l'instant, c'est précisé sans interaction de terrain-structure, on en parle juste après. Donc ce sera vraiment un calcul dans une seule dimension de flexion au niveau du ferraillage. Je peux aussi dire... Peut-être on n'a plus besoin du poteau de la semelle P1 dans ce cas, non? Alors dans ce cas, on peut effectivement, il est possible d'héberger le poteau qui touche le mur sur la semelle filante.
Et peut-être après on le remettra parce qu'en fait, parfois ça va être au niveau du pied de poteau qu'on va avoir le plus de charge. Du coup, ça nous créerait une grosse semelle filante pour l'ensemble du mur. Donc ça fait partie de l'analyse. Mais effectivement, dans un premier temps, on peut s'en passer et du coup, le poteau et le mur sont hébergés sur la même semelle. Et puis, on va pouvoir aussi faire quelque chose qui est de regrouper plusieurs poteaux ou poteaux et murs sur une même semelle superficielle. Et là, ça commence à être assez sophistiqué. Dans CPCAD, peu de logiciels peuvent permettre de faire ça. Là, en fait, quand on crée la semelle, on dit élément de plusieurs poteaux. Et en réalité, poteaux et murs. Comment ça s'utilise, ça? On choisit toujours un type, voilà, un type de semelle en béton armé et on clique en fait sur les différents murs et poteaux qu'on veut regrouper sur la même fondation. Par exemple, j'aurais regroupé P6, M1, P2, P3 sur la même fondation. Donc j'ai cliqué d'un clic gauche et là je fais clic droit pour valider ma sélection. Je vois apparaître le barycentre de ces éléments porteurs. Donc de la même manière, je clique à cheval pour positionner une grosse semelle dessus. Et donc du coup, ça va être une semelle qui va héberger tous ces porteurs. Donc au niveau modélisation, c'est ce que l'outil nous permet de faire sur ces semelles en béton armé. On va avoir des semelles isolées, des semelles de plusieurs poteaux et porteurs, et des semelles filantes sous mur. Au niveau il y a une fonctionnalité avant qu'on puisse lancer le calcul qui est assez sympa, celle que j'ai effacée tout à l'heure. En fait, c'est les limites pour semelles polygonales. En fait, ça, le concept, c'est toujours, on pourrait avoir un fond de plan DXF, DWG, par exemple des réseaux VRD qu'on aurait sous le bâtiment. Ou là, je vais le faire en saisie libre. Par exemple, on aurait un conduit qui passerait ici et il faut absolument pas se fonder sur ce conduit. On doit l'éviter. Donc, par exemple, imaginons on a une conduite. Voilà, on va modéliser en fait une tranchée à respecter. Eh bien, par cette fonctionnalité, en fait, le logiciel va adapter le coffrage de la semelle pour ne pas empiéter sur cette zone. Donc ça pourrait être, voilà, pour une conduite, ça pourrait être aussi pour économiser un petit peu de béton. C'est-à-dire que ma grande semelle globale sur les 3 porteurs, sur mes porteurs P6, P2, P3, M1, bon, bah, c'est bien joli, mais sur toute cette partie-là, on imagine bien qu'on est en train de consommer du béton pour rien. Bon, on pourrait imposer finalement une contrainte géométrique à cette fondation. Et voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut lancer un calcul du projet. Alors là, l'objet du calcul, là, ça va être d'obtenir justement ce qu'on appelle souvent la descente de charge. En réalité, c'est dans un modèle comme CP4, qui est un modèle de calcul aux éléments finis. Le but du jeu, c'est d'obtenir les réactions d'appui sur les fondations et que le logiciel ensuite fasse un dimensionnement. Dis-moi, Antonio. Non, seulement peut-être ajouter que dans ouvrage données générales, un petit détour pour voir la contrainte qui a été prise. Oui, c'est vrai ça. Donc là, en fait, là, ce que je viens de faire, j'ai utilisé la deuxième option qui était sans fondation, hein. J'ai acquis en fait finalement de la superstructure. J'ai obtenu un calcul de la superstructure et normalement j'ai les pieds, les efforts qui sont descendus au pied de poteau. Maintenant, le but du jeu, c'est que je vais pouvoir travailler sur le dimensionnement de ma fondation. Effectivement, si on fait un détour dans les données générales, au niveau de alors déjà, on bien être conscient de ce qu'on utilise sur, par exemple, le dimensionnement. Donc, on va pouvoir, là, je suis sur l'Eurocode 2 générique. Bien entendu, je peux faire du BEL ou de l'Eurocode France ou d'autres normes internationales. Je vais me positionner sur de l'Eurocode 2 France. On recalculera après, du coup. Bon, le reste des normes, c'est pas très grave. Là, c'est mes semelles en béton. Et une fois que j'ai choisi ça, les menus s'adaptent dans les données générales, notamment le type de béton pour les fondations. Et puis aussi, au niveau des données de la fondation, on va pouvoir demander ou pas, alors ça c'est plutôt
dans des ouvrages de génie civil qu'on impose la contrainte de vérifier le glissement des semelles, mais on pourrait l'activer. Et puis, vont nous être demandées, en tout cas ici pour des semelles, c'est le cas de figure que j'ai, des semelles superficielles, les contraintes en situation durable et en situation sismique et accidentelle de mon projet. Alors on a un petit assistant, on a on a une petite bibliothèque de terrain préconfigurés, mais bien entendu, l'idéal, c'est donc de disposer de la note du géotechnicien pour bien caractériser ces contraintes admissibles en situation durable et en situation sismique et accidentelle. Et qu'est-ce qu'on a d'autre aussi sur les fondations? Rapidement, je peux en parler aussi peut-être, Antonio, et c'est assez général aussi, c'est dans ce bouton du ferraillage par position, on a des options donc correspondantes aux semelles superficielles, semelles sur pieux, mais aussi sur les radiers, ta partie, Antonio, donc c'est à identifier, où on peut caractériser les tables de ferraillage disponibles, mais surtout, enfin, je trouve tout de suite, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des boutons d'options, par exemple sur mes semelles superficielles, où je peux dire, voilà, moi, je veux, mes semelles, elles peuvent jamais faire moins de 20 cm, même si le calcul donne que c'est possible, mes semelles ne doivent pas faire plus de 20 cm. Et puis différentes options. Pareil sur les semelles filantes, si je veux, je peux dire, voilà, l'épaisseur minimale, c'est 20 cm. Le débord minimal, voilà, je souhaite économe, c'est 10 cm. Par contre, je veux pas des semelles de 64 cm. Moi, je veux des semelles de 65 ou de 70 ou de 75. Je veux un incrément de 5 cm, par exemple. D'accord? Et sur les semelles isolées, pareil, je peux faire un incrément aux 5 cm. Donc ça, c'est les petites options sur lesquelles il faut s'attarder un petit peu à la prise en main du logiciel, voir comment il va résoudre justement tout ça. Alors, je vais refaire un dimensionnement, ce coup-ci avec fondation. On va voir ce qui se passe. Donc là, il va prendre en compte justement le fait que je suis en Eurocode de France, que je souhaite ces épaisseurs minimales de 20 cm, que je souhaite des incréments de largeur minimum un pas d'incrément tous les 5 cm, et que j'ai une contrainte admissible qui est celle qu'on a pu visualiser, qui était de 0,29 MPa, je crois, en situation durable. Et là, du coup, on assiste à un dimensionnement automatique. On voit que P4, il a respecté la contrainte qu'on lui a imposée, pour P3 aussi, et le détour de cette semelle-là. On voit que la semelle filante a été dimensionnée. Il n'y a pas de rouge, donc c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Et puis, effectivement, qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même des gros bébés sur P8, P9, P10. C'est des semelles qui sont excentrées. Et là, de manière rapide, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre en place des poutres de liaison et de redressement, des poutres de redressement surtout. Et par exemple, entre P8 et P5, tenter d'équilibrer le moment en pied de ces semelles pour pouvoir réduire un petit peu ces semelles. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Je pourrais redimensionner l'ensemble itératif, on a le temps. Voilà, c'est un tout petit peu plus long qu'un dimensionnement rapide, mais vous voyez, c'est assez rapide aussi. Et voilà. Donc là, du coup, j'ai un système de fondation qui est dimensionné. Et après, on va pouvoir rentrer dans le détail des notes de calcul. Peut-être que tu passeras plus de temps sur cet aspect notes de calcul, Antonio, surtout sur les semelles sur pieux. Mais voilà, on a accès à un éditeur de la semelle où on peut voir son ferraillage, on peut voir sa note de calcul. Voilà, ici par exemple, la contrainte admissible est de 0,24 MPa 0,22 MPa calculé pour 0,24 maximal, donc c'est plutôt bien optimisé. On a une réserve de sécurité importante en renversement, grâce notamment à la Longrine, finalement. On a accès à une vue 3D isolée de cette semelle-là. Mais ça s'arrête pas là. On a aussi accès à une vue 3D de la fondation, de l'ensemble du système de fondation. Et on voit du coup ce système de fondation un petit peu complexe sur ce gros massif de fondation qu'il a eu aucune peine en fait à ferrailler, à nous proposer un ferraillage. Alors ça, comme je l'évoquais, ça c'est un système sur semelle superficielle, sans interaction avec le terrain. Donc les
tout a été bien dimensionné correctement par rapport aux contraintes qu'on a imposées. Et en fait, il y a un nouveau module qui est disponible dans la version 2021 qui est le sujet de l'interaction terrain-structure. Je vais faire un petit enregistré sous. On va l'appeler inter. Hop. Et là, ben, si effectivement on veut faire des vérifications de déplacement de poteaux du haut tassement du terrain, et du coup, ben, intégrer ça notamment au niveau de la superstructure, parce que si un poteau présente un tassement, ça génère des efforts différents au niveau de la superstructure. Eh bien, aujourd'hui, il est possible d'utiliser par le menu fondation interaction terrain structure, de dire, ce qu'on voit, c'est que toutes les fondations vont être en rose, c'est-à-dire ne pas considérer l'interaction terrain structure. On est sur un appui un appui totalement indéformable. Avant peut-être de le changer, on va pouvoir le constater. On a appuyé sur Roche, non? Ouais. Comment dire, c'est où au fait, où est-ce qu'on peut... Oui, c'est dans les résultats qu'on va pouvoir consulter que déplacement maximum de, par exemple, de P8. Bon, il y a un déplacement Z qui est absolument, qui est absolument nul en fondation. Il est à 0. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe si on met en place cette interaction de terrain-structure? Donc, en fait, on considère l'interaction. Il faut correctement le saisir, le module de réaction de ces semelles-là, alors qui peut dépendre de la taille de la fondation. Je ne vais pas forcément m'attarder dessus. Peut-être qu'Antonio pourra nous en dire un peu plus. Voilà, par exemple, je vais dire, voilà, telle raideur de sol que j'attribue. Alors, bien entendu, le mieux, c'est quand même d'avoir l'ensemble des fondations qui est ce fonctionnement-là. Sinon, on va avoir un point très très dur et des points mous. Alors, je crois qu'il va me réclamer une semelle, là pour le coup, sous le poteau P1. Tac. J'avais constaté ça, Antonio, c'est que quand on fait ça, il veut pas d'un pied de poteau sans empreinte. Et donc là, du coup, on va pouvoir relancer un calcul. Alors, on va essayer de pas toucher à la géométrie de nos fondations qui avait été faite avec ce déplacement supposé nul. Hop, il faut que je réponde oui. Alors ça, c'est un message qu'on va retrouver de contrôle. De contrôle. Et de toute façon, ce sera la transition après vers ton système de fondation plus généralisé avec déformation du sol qui est la fondation par radier. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aller dans fondation. Plutôt que dimensionner qui changerait la géométrie, on peut dire ce que j'avais calculé auparavant, fais-moi une vérification. Hop, faire une vérification d'erreur de fondation. Et en fait, on constate qu'il n'y a pas d'erreur. Alors, il y a une rouge ici. C'est celle que j'avais créée préalablement. Je peux aller voir. Les tassements sont très petits qui n'induisent pas des efforts qui peuvent changer les résultats, non? Voilà, j'ai un diamètre minimum de barre, mais il suffit que je lui demande de redimensionner ça. Tac, il va me dimensionner ma semelle. Alors, on peut le faire de manière isolée. Je peux aussi peut-être voir, maintenant que j'ai mis c'est ce que je disais tout à l'heure, maintenant que j'ai mis cette semelle de fondation, peut-être que je peux redimensionner ma semelle de mur, etc. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va constater? Du coup, là, ici, c'est donc dans la partie résultat, on va avoir de nouveau, on va pouvoir consulter ces déplacements en pied de poteau. Et là, on constate effectivement un déplacement de pied de poteau par pied de poteau d'ailleurs. Là, c'est le P8, on a moins 0,90. Qui correspond à la surface de la semelle et le module du terrain qu'on a mis. C'est ça. P4, par exemple, une petite semelle P4, 0,29 seulement. Elle ne doit pas être très chargée parce qu'elle a une petite empreinte quand même. P7, ça doit commencer à parler, moins 0,42. Et puis peut-être que des éléments ici, là, sous mon gros massif de fondation, là, si je regarde P2, là, par exemple,
Bah, en fait, lui, il se déplace très, très peu, mais en fait, c'est normal parce qu'il est, il est lié à une très grosse semelle, à un autre Superficie. mur et en fait et un mur qui répartit les charges et en fait, fatalement, bah, va y avoir moins de déformés. Mhm. Donc voilà, donc c'est intéressant comme nouveau module, et surtout ça, bah, ça produit aussi des efforts différents au niveau de la superstructure. C'est peut-être une bonne transition vers, le système de fondation par radier où en fait on constate les mêmes effets, Antonio. Oui, bon, Donc c'est. Mhm. si tu vois pas d'autres choses à parler là sur les semelles superficielles, je te passe la main. Ouais, bon, je vais partager mon écran. Si. Donc toujours le même projet, hein. Oui. Alors moi je vais arrêter le mien, tac. Mhm. Déjà, tu vois mon écran, je suppose. Je vais Ça y est, ouais, maximiser. c'est bon. OK, et je vais m'assurer. Bon, et on a pris c'est le même ouvrage que tu as commencé Ouais, même ouvrage et de que départ. Mmh. oui, j'ai fait une copie. Ouais, ça, c'est le même. OK. Et bon, comme nous voulons calculer à radier, c'est très important de commencer à changer les conditions d'appui en bas. Donc, on doit s'en mettre avec sans liaison extérieure. Ça va se faire dans l'onglet entre deux poteaux. Et avec intrusion, poteau, nous pouvons ou bien éditer un à un pour constater que c'est sans liaison extérieure, Ouais. ou nous Alors pouvons utiliser. Oui? et là-dessus d'ailleurs, Antonio, enfin moi c'est ce que je dis souvent aux nouveaux utilisateurs sur CPCAD. En réalité, on apprend beaucoup en faisant, hein, sur CPCAD, mais sur le choix de comment initier son projet suivant le système de fondation requis. Donc là, on explique qu'est-ce qui est à faire. Mais moi, je dis souvent, n'hésitez pas à nous consulter en support technique, même avant de modéliser, dire voilà, je compte faire ce système de fondation, comment je dois un peu démarrer. Effectivement, ce que tu as dit là, c'est très important, le fait de Mhm. définir sans liaison ou avec liaison extérieure, c'est important. Et le concept ici, ça va être Bon. de, de s'appuyer sur une fondation déformable, quoi, le radier, quoi. Oui, dans ce cas, nous voulons transmettre la descente de charge sur notre radier, donc on doit permettre cette transmission en quittant la condition de avec les ions extérieurs. On peut le faire d'une façon particulière, on a déjà vu ça avec édité, mais Mm. quand l'ouvrage est grand, peut-être on doit aller avec le raccourci que liaison extérieure. On impose cette condition sans liaison extérieure et on attribue pour attribuer directement à tous les poteaux que nous pouvons avoir. Dans ce cas, c'est déjà fait. C'est pour ça qu'ils ont tous les mêmes couleurs. C'est une façon de vous montrer que c'est une opération qui peut se faire de façon générale et d'autres qui peuvent être faites de façon particulière. Bon, une fois cette condition imposée, on va revenir dans l'entre-deux poutres et bien sûr, dans l'étage où nous sommes, fondation, et on va dessiner notre contour. Pour commencer à dessiner notre contour, on doit savoir quels sont les éléments qui vont nous permettre de dessiner notre contour. Et on peut facilement déduire que les murs peuvent nous servir pour dessiner le contour et les poutres de fondation peuvent servir pour dessiner notre contour ou les chaînages non structurels. Tous ces éléments seront repérés ici avec entre deux poutres. Nous allons pouvoir choisir chaînage non structurel ou nous allons pouvoir choisir poutre de fondation avec retombée ou pas. Maintenant, la question qu'on fait souvent est quand on utilise une autre méthodologie. Moi, je donne souvent ce conseil. Non? Quand les limites du bord touchent les poteaux, c'est mieux de mettre des poutres de fondation. Pourquoi? Parce que le bétonnage, c'est la même chose, mais il y a un renfort des armatures qui peuvent nous aider pour résoudre les problèmes de fonctionnement. Mais quand nous avons un débord qui est parallèle à l'alignement des poteaux, on doit mettre un chaînage non structurel pour ne pas surcharger le ferrage de cette poutre qui n'est pas en train de travailler. Donc, on peut mélanger tous les cas. Dans mon cas, je vais choisir poutre de fondation et, poutre de fondation plate et je vais donner une largeur de 30, une hauteur de 40 par exemple, et je vais mettre les contraintes de terrain. Ici, le module du terrain, bon, je ne vais pas faire aussi temps rigide, je vais mettre 5000 tonnes par mètre cube.
Plus tard, on va répondre comment on peut arriver à cette valeur d'une façon et avec critères. C'est-à-dire qu'avec les résultats de l'étude géotechnique, on va nous donner le module de réaction d'une plaque de 30 par 30 et on va pouvoir le transformer à l'extension, la dimension de notre fondation. Je vais vous montrer cette information plus tard. Bon, j'accepte. Bon, si on a l'aide d'un fond de plan, on peut se servir ou directement on dessine notre contour. Et il y a certains cas, on peut vouloir dessiner un contour en porte-à-faux. Bon, on va utiliser entre deux poutres, on va choisir le chaînage qu'on a déjà vu. On pouvait le dessiner d'une façon générale, mais c'est un peu libre l'interprétation qu'on peut donner par rapport à ça. Je vais choisir ortho. Et on va effacer les poutres. Nous effaçons les poutres. Un moment. On efface les poutres. Donc là, effectivement, tu utilises finalement le même outil qu'on pourrait faire pour faire un plancher en étage, les chaînages en fait de bord de plancher. Pardon, j'avais un petit problème ici Oui, pas de bon, souci. je vais continuer. Bon, et une fois on a dessiné notre contour et le logicien il s'est rendu compte qu'on a des contours fermés, donc possibilité d'introduire un type de plancher. Et on revient avec la commande plancher, gestion de plancher, et on touche entre deux planchers et on va choisir le radier proposé. Ne pas confondre avec plancher d'Alplen, qu'on va en reparler avec les prochains webinaires. On va aller dans plancher radier et on va fixer la même valeur, 40, 1.2, 1.2, 5. On choisit la manière de faire l'introduction parce que on suppose déjà que le logicien va faire une maille de 25 cm, mais la direction de la maille peut être fixée par rapport à la poutre que nous choisissions, parallèle à une poutre. En ce moment, peut-être il y a peu de cas où on doit choisir 2 points de pas, non? Et si nous sommes en train de faire des choses circulaires, peut-être ça va être le cas, mais dans la majorité des cas, on va pouvoir résoudre la direction de des armatures avec une parallèle par rapport à une poutre. Bon, et il faut se rendre compte qu'en bas, le logicien donne des messages qui vont nous aider pour des opérations qui ont plusieurs pas. Sélectionner le plancher en marquant un point intérieur, marquer la poutre pour établir la direction de l'armature, celle-ci par exemple, et nous pouvons refaire la même chose là ou copier ce plancher directement et le mettre là. Ou si nous supposons qu'on veut minimiser comment on dit, la hauteur parce que c'est seulement un portefeuille fonctionnel, on revient avec données de plancher, on fait un clic là et nous changeons au lieu de 40, par exemple, 25. Vous voyez que le logicien, il fait l'attribution des armatures bases en fonction de cette hauteur. Plus tard, nous en reparlerons sur ça. Et je vais fermer la fenêtre. Nous avons des outils là, par exemple, qui vont nous permettre de faire une coupe. Je vais faire une coupe dans cette direction-là pour pouvoir voir ce changement qui a été fait par rapport à ce radier. Bon, comme vous pouvez voir, nous pouvons avoir plein de possibilités. Dans ce radier, on peut créer une zone qui a une hauteur différente. On peut créer une fossée des escaliers. Il y a plusieurs possibilités. Bon, en plan général, c'est suffisant comme ça. On va revenir avec ouvrage données générales parce que quand on parle de radier, c'est très important qu'on parle des deux paramètres qui vont décider la manière de faire le dimensionnement des armatures. Donc, c'est par position.
Nous revenons dans plancher et on touche la commande qui est option de dalle, plancher réticulé et unidirectionnel. Par exemple, nous avons ici fixé les pourcentages minimaux qui vont gérer la génération des armatures basses sur les radiers. Donc, ce sont des valeurs qui sont bonnes, que nous pouvons les changer. Nous avons aussi d'autres options qui peuvent être très importantes, que c'est détailler l'armature base dans le plan. De cette façon, on peut forcer le logiciel que l'armature base devienne comme les renforts. C'est une manière optionnelle que l'utilisateur peut choisir comment on va gérer les armatures bases. Seulement, on va mettre un détail et on ne le dessine pas, ou on dessine tout et on ne met pas le détail. Moi, je vais laisser bien comme ça, ne pas détailler l'armature base. Comme ça, on va voir seulement les renforts qui conservent. Bon, on peut fermer. Il y a d'autres options, mais pour question de temps, on ne va pas. Mais c'est pour vous montrer les possibilités que le logiciel a pour gérer plein des options. OK. Nous fermons la fenêtre, on reste avec le cas qu'on a mis et peut-être on n'a pas parlé des murs. Nous allons éditer les murs de la même façon qu'on a géré les types de vinculation et de liaisons extérieures. On va le faire aussi pour notre mur. Dans ce cas, vous voyez que je choisis poutre de fondation, donc c'est compatible avec les poutres de bord. Dans ce cas, on suppose qu'on n'aurait pas de problème. Seulement, je vérifie cette information. Bon, et on a terminé avec notre radier, bien sûr. Il nous manque seulement lancer le calculer. Ici, quand nous parlons de fondations, exclusivement, on parle des fondations sur semelle ou sur pied. Ouais, celle que j'ai faite ou celle que tu vas faire après, quoi, en fait. Ouais. Donc, c'est m'est égal, choisis n'importe quelle option, parce que le radier n'entre pas dans ce concept. Ouais, en fait, le radier fait partie de la superstructure. C'est un peu la particularité dans CP4, c'est que le radier, au même titre que les poteaux, les poutres, les planchers dans la superstructure, il va se calculer parce qu'il est déformable, en fait. Et en réalité, la liaison extérieure, c'est cette espèce de lit de ressort, en fait, qu'on a, qui est modélisé par le module de réaction du radier, quoi. Bon, de façon générale, une fois le calcul est fait, nous allons pouvoir vérifier, par exemple, bon, je vais fermer la fenêtre, on revient là. Première vérification à faire, par exemple, quoi un peu le modèle que le logiciel a fait. Dans le résultat, si nous venons avec courbe enveloppe, nous pouvons dessiner maille. Et donc, nous voyons la maille qui se sert le logiciel pour pouvoir déduire et faire le dimensionnement. Et si nous allons dans isovaleur, nous avons une autre manière de pouvoir voir ou bien le déplacement, et on peut le voir par isoline avec valeur, directement isoline sans valeur. On peut changer au lieu de déplacement, au lieu de déplacement, on peut voir les efforts ou directement voir les efforts de dimensionnement. La différence, les efforts sont les efforts qui sont produits par le modèle mathématique. Par contre, pour les efforts de dimensionnement, on commence à faire l'avérage, on commence à utiliser le méthode de Wood pour traduire les moments torceurs de nœuds comme renfort sur les armatures. Donc, c'est les efforts de dimensionnement qui vont nous permettre de pouvoir justifier les renforts que le logiciel fait. Surtout si on choisit, par exemple, dans une direction, moment X, ça, on peut voir la valeur qui a été prise par mètre linéaire de bande. C'est une façon. Plus tard, on peut même copier ça pour justifier certaines notes de calcul. Bon, on va revenir. On a déjà compris que le logiciel va faire ça à l'aise. Donc, on revient dans le résultat. Et on aura aussi la possibilité avec courbe enveloppe de faire les trois vérifications peut-être importantes dans ce type d'éléments. Et avec if, vous avez vu que l'éditeur de CML vous permet de donner une vérification complète ici et on a une vérification globale. Quand nous sommes avec courbe enveloppe, nous avons la possibilité de commencer à vérifier le décollement, la contrainte et plus tard le ponctionnement. Si nous commençons avec le décollement,
Pourquoi on doit vérifier le décollement? Normalement, comme on est en train de travailler avec la méthodologie de Winkel, où on suppose que le terrain se modélise par des ressorts et qu'ils ont des raideurs proportionnelles au module de réaction du terrain par les tributaires où on va mettre notre réseau. Donc, si notre ressort a des tractions, et cette hypothèse de calcul ne sert plus, car le terrain ne peut pas être soumis à traction, à compression, oui. Donc, quand nous appelons le soulèvement, le logicien nous dit qu'il n'y a pas de soulèvement dans aucun point. C'est-à-dire l'hypothèse de calcul qu'on a supposée est bonne, mais nous pouvons faire clic sur n'importe quel point de discrétisation et pour avoir les résultats. On n'est pas obligé de le garder. Normalement, ça dérange, non? Et si on revient avec courbe enveloppe, on peut aussi faire la vérification des contraintes excessives. Les points où on aura une contrainte majeure que celle du terrain, le logicien va nous donner cette indication. C'est clair que dans l'exemple que nous sommes en train de voir, ce n'est pas un critère pour changer la géométrie. Normalement, si ces points où nous avons les contraintes sont plus que 3% ou 5% de la superficie, on doit peut-être générer une surface plus grande. Mais ça ne va pas être tout le temps la solution. Par exemple, la contrainte moyenne peut être inférieure à la contrainte du terrain. Donc, ce n'est pas nécessaire de changer ça. La troisième vérification, peut-être dans le séminaire prochain, on va parler plus de ça, qui va en consonance avec la vérification de fonctionnement. Nous pouvons voir de façon résumée dans vue dalle vue que quand la mature des efforts tranchants est crochée, le logicien va permettre de voir où nous avons besoin de renforts. Ça, ce sont des renforts qui vont être mis par le logicien. Et un détail sur ça, nous pouvons trouver ça sur la mémoire de calcul par rapport au fonctionnement, la façon de gérer ça. Tout ça, ça va sortir dans le plan pour nous permettre de voir. Vous dire aussi que dans le plancher réticulé, nous avons une panoplie des options avec modifier armature qui va nous permettre de gérer tous les armatures. Mais on va laisser ça pour le suivant webinaire. Ouais, il y a le webinaire du 19 novembre ouais, on sera sur le ferraillage des planchers et des armatures de poinçonnement. Ouais. Parfait. En fait, c'est le même concept dans les radiers que dans les planchers en étage, en fait, le ferraillage. Exactement. Bon, mais je crois qu'au niveau général, on vient de voir un peu comment aborder un radier dans CIP, non? Ouais, donc on a fait donc fondation superficielle par semelle, la radier, et donc là, le troisième type, ce serait sur semelle sur pieu. Je profite pour charger l'ouvrage. Ah, c'est le même ouvrage qu'on a effacé les éléments. Bon, nous allons... Ouais, c'est le même ouvrage dont on n'a rien dans fondation. Et bien sûr, pour commencer, pour un peu me situer, je reviens avec poteau édité pour voir les conditions de départ des poteaux. Non? Nous voyons là que c'est avec liaison extérieure, donc c'est bon. Et peut-être on pouvait de façon générale vérifier ça surtout. On va voir qu'est-ce qui se passe par le P6. Vous voyez le P6, il est accroché par rapport à un mur. Donc, nous voulons résoudre les semelles sur ce poteau en saisissant les efforts qui seront transmis par les murs qui sont accrochés. Donc, on aura besoin de permettre cette transmission d'efforts si on libère la rotation. C'est ce qui a été fait. C'est un des détails à prendre en compte. On a libéré la lésion extérieure de la rotation pour permettre la transmission des efforts de la longrine que plus tard on va dessiner et la longrine sur les semelles sur pied qui seront introduites. Bon, ce sont des particularités qu'il faut parler pour savoir gérer des différents. Bon, comme toujours, on commence par cela. Sinon, ne vous en faites pas. Si vous vous trompez, vous allez voir plus tard que vous ne pouvez pas introduire un radier ou vous ne pouvez pas mettre des semelles
sans liaison extérieure. Seulement, on dit ça pour ne pas se rencontrer avec ce message que le logiciel ne va pas vous laisser calculer si ce n'est pas cohérent, votre entrée de données. Non, c'est ça, non, Yves? Oui, tout à fait. Oui. Ok. Là, sur le sujet des liaisons extérieures, il va bloquer de toute façon si on n'a pas mis le bon système. Ok. Mais encore une fois, ceux qui se posent des questions là-dessus, et c'est bien normal au début quand on prend en main l'outil, il faut nous consulter sans aucun problème. Bon, nous allons dans Fondation. Qu'est-ce qui se passe là? Fondation. Élément de fondation. OK, c'est ce que je voulais faire. Nouveau. Tu étais perturbé parce qu'il y avait les modules d'interaction qui étaient grisés. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, Ils sont nouveaux dans la 2021, donc ça nous chamboule. Oui, parce que si ce n'est pas introduit, bon, nous venons ici, mais ici on va faire élément d'un seul poteau, comme il va aussi faire dans le premier cas, et nous allons choisir les semelles sur pied, parce que c'est le changement. Premièrement, nous devons aller un détour sur sélection des pieux, où nous pouvons créer une bibliothèque des pieux que nous allons utiliser qui vont nous servir par le projet en fonction des charges que nous allons avoir. Et dans ce cas, j'ai défini un type de pieux circulaire en béton, mais le logiciel nous donne la possibilité de définir aussi carré si nous voulons. J'ai mis un diamètre. Ça, la symbologie, c'est pour le dessin dans les plans. C'est pas très important pour le calcul, mais c'est aussi important pour le dessin. Et on doit mettre la capacité portante du pieu, que j'ai introduit une valeur, la séparation minimale entre axes. Si j'ai besoin d'une autre typologie, ce qui est normal dans une fondation sur pieu, c'est essayer de homogénéiser les types de pieux. Mais il y a des ouvrages qui sont grands, il faut créer plusieurs types, non? Nous avons l'utile. Plus tard, on peut exporter ça sur une bibliothèque pour réutiliser. Si on fait des ouvrages semblants dans le même type de terrain, peut-être on peut ne pas refaire ce travail de temps en temps. Une fois c'est défini nos pieux, on va les types que nous allons utiliser. Semelle sur deux pieux, par exemple. On accepte, on fait introduction. OK. Bon, dû à la proximité, peut-être nous pourrons changer ici la typologie. Par exemple, si nous sommes dans les zones sismiques où nous sommes forcés, par exemple, forcés de lier, nous avons poutre de redressement et liaison entre poutres, et nous allons choisir pour de liaison. OK. OK. Pourquoi ça ne me permet pas là? C'est bizarre. Donc là, effectivement, c'est des poutres de liaison entre tes semelles. Là, ici, c'est malin. Bon, c'est une possible solution. Et si l'ouvrage est calculé, ça veut dire que si nous avons des efforts, la manière de vérifier ça, peut-être si on va dans résultat, nous touchons poteau, éditer, nous éditons un poteau, on a la possibilité de voir les efforts et le calcul. Donc, on n'a pas plus besoin de faire le calcul de tout l'ensemble directement. Nous allons aller dans le menu fondation et forcer le dimensionnement de seulement la semelle sur pied. Une fois on a fait le dimensionnement avec l'élément de fondation, nous pouvons éditer, bien sûr, et on va joindre l'éditeur des semelles qui est pareil, mais ici, la différence est que de façon isolée, nous pouvons revenir sur matériaux,
accepter les matériaux des effets qu'on a dans données générales ou les changer de manière particulière. Ce n'est pas très normal cette façon de procéder. Les pieds, on peut les changer si on a des problèmes, mais normalement, on va directement avec vérification si on a besoin d'avoir des détails, des types de vérifications qui ont été faits sur notre semelle sur pied. Là, on peut voir tous les détails des nombres qui sont vérifiés, un schéma de biais étirant qui a été généré par rapport à ça. Et cette méthodologie de biais étirant a été développée et peut être vue avec plus de détails avec ce bouton. Extrude 3D, on voit que le module, on a eu la collaboration, bien sûr, de l'Université Polytechnique de Valence qui a collaboré avec CIP et CDTI, qui va nous permettre de voir pour toutes les combinations analysées. Ce cas est bien simple. La génération du modèle de biais étirant est pareil, mais la distribution des charges change en fonction de la combination seulement, non? Peut-être avec un module 3.2, on va éditer celle-ci, par exemple, et nous allons mettre celui-là et on va faire dimensionnement complet. Ouais. C'est plus chargé et là, StreetBeam. Nous voyons que le modèle change. C'est un modèle qui considère un tuyau de transmission, de compression du béton et de traction et des armatures. De cette façon, on peut avoir des critères pour faire la vérification des tuyaux de la méthodologie qui a été pris. Là, on peut savoir les contraintes à compression. On peut savoir les renforts qu'on a besoin dans le tirant. Bon, c'est bien intégrer ces méthodes-là dans le logiciel. Bon, c'est une façon de faire ça. Pour la sortie de plan, de façon générale, pour les semelles et les pieux, et le dessin que nous devons faire, c'est le plan des niveaux. Et on doit considérer ce qu'on appelle plan de niveau, les armatures, non, sur fondation. Et on aura du coup toute l'information des éléments de fondation, dans ce cas, des longues de liaison qu'on a introduits et bien sûr des semelles sur pieux, des typologies qu'on a insérées. Et pour terminer la vue 3 de la fondation, de la conception faite. Je ne sais pas si Yves, tu crois qu'il y a quelque chose que je ne parle pas qui peut être important ou tu veux continuer avec la partie Non, non, de toute façon, il y a tellement de choses à montrer, mais on va rester effectivement sur notre trame. Il y aura des questions de toute façon auxquelles on répondra. Allez-y, la partie qui te correspond. Alors ouais, juste pour conclure peut-être, effectivement, je vais repartager mon écran. C'était donc la quatrième. Donc on a vu les 3 systèmes de fondation et puis je voulais parler non pas d'un autre système de fondation, mais d'une autre opportunité qu'on va avoir dans CIPK. Donc juste simplement montrer cet ouvrage exemple, alors toujours basé sur le même, mais je l'ai un petit peu déformé parce que je voulais montrer en fait comment gérer. Donc, vous voyez, à partie gauche, c'était notre ouvrage exemple, et j'ai créé rapidement une superstructure. À droite, en fait, c'est le même bâtiment, mais effectivement, on constate des niveaux de fondation différents. Alors, il y a plusieurs choses. C'est ici un mur posé sur une semelle filante, ici des poteaux posés sur des semelles isolées, et ici, on le perçoit peut-être pas forcément directement. Alors si je change de perspective, voilà, si je change de perspective, on le voit bien. On a en fait ces 2 semelles-là qui sont pas sur le même niveau, d'accord? Et donc c'est voilà les fonctionnalités de gestion. Comment ça s'est passé ça? Tout simplement dans entrée de poteau. Alors CIPK a un fonctionnement un peu particulier là-dessus. On modélise la forêt de poteaux de tout le projet, mais quand on crée ces poteaux-là,
par exemple, mais si je commence par les poteaux qui encadrent notre mur ici, bah ici on les a créés non pas de fondation jusqu'à la toiture, mais depuis 2e étage. Le fait que pour qu'elle puisse héberger une semelle de fondation, il faut qu'elle soit avec liaison extérieure, sans quoi elle pourrait pas héberger une semelle de fondation, éventuellement un radier comme nous l'a montré Antonio. Parfait. Donc voilà, ça c'est comment ainsi en fait en créant le poteau qui démarre d'un autre niveau qu'on peut le faire. On verra que j'ai fait le mur, si toujours pour terminer entre P11 et P12, de la même manière, j'aurais pu faire finalement que mon mur qu'un mur de fondation. Je n'étais pas forcément obligé de faire des poteaux. Et pour le mur, c'est pareil. Hein. On a dit, voilà, il commence à 2e étage et il est sur une semelle filante. D'accord. Donc, il n'est pas au même niveau, à un autre endroit. Après, sur les 2 autres fils de poteaux, c'est pareil. Hein. C'est poteau P14, mais au lieu de partir de 2e étage, il partait de rez-de-chaussée. Bon, OK. Et puis, sur les 2 poteaux dont on voyait, c'était ceux qui faisaient partie de notre modèle qu'on manipule depuis tout à l'heure. En fait, la seule différence, c'est on a aussi une possibilité, c'est de définir un dénivelé d'appui sur une fondation. D'accord? Donc voilà, pour créer un bâtiment qui ne serait pas forcément fondé sur un même plan horizontal de fondation, bah, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça qu'aussi on va pouvoir fonder une fosse d'un radier ascenseur à une côte différente que les autres niveaux de fondation, etc. Et puis voilà, juste commenter, mais on en parle dans tous nos webinaires, que bien entendu, tout ça, les fondations, après, on peut exporter ça sur un projet fait sur BIM Server. Si tu veux, tu pourras exporter ensuite tes modélisations, Antonio, sur le projet. C'est déjà fait. C'est déjà fait, ok, super. Donc en fait, c'est une fois que le projeteur a fait son calcul sur CPCAD, toujours sur BIM Server, il peut exporter et partager avec une équipe ses modélisations sur la plateforme. Ben moi, le projet, si vous souhaitez le retrouver, oui, on voit donc toi, tu m'as exporté. Moi, j'ai exporté. Donc ça, c'était ma première. C'était sur semelle superficielle, premier système. Ensuite, j'ai exporté ce que je viens de faire là sur plusieurs niveaux, d'accord. Et puis, toi, tu viens de m'exporter quelque chose que tu as appelé sommairement structure. Tu as ton système sur semelle sur pieux. Et puis, bah, si tu as le temps, tu m'enverras aussi je vais le faire sur place. celle sur radier. Je fais sur place, comme Eh ça. ben, ça marche. Donc, si ce projet BIM, il est public, c'est-à-dire que vous pouvez le trouver. Alors, ouais, c'est peut-être difficile de regarder le QR code on va essayer de l'agrandir, ce QR code. Sur la vidéo, si vous faites pause, si vous faites pause, vous pourrez scanner ce QR code avec votre mobile et vous pourrez accéder au projet du coup. Sinon, vérifie la mise à jour. Bon, quand tu termines ouais, avec ça. on va regarder ça. Et sinon, vous pouvez aller. Moi, il est hébergé sur mon profil. Moi, donc, je suis Yves Ménez. Vous pouvez me trouver avec mon email yves.menez@cip.com. Et sur mon profil, vous trouverez, c'est un webinaire qui s'appelle. Il y a d'autres projets que vous pourrez demander à collaborer. Et il s'appelle Webinaire CIP Fondation 10 novembre 2020. Voilà. Et donc là, du coup, c'est intéressant parce que vous pourrez d'un coup d'œil visualiser ces différents systèmes. Alors ouais, on va voir. Donc Antonio qui est connecté au projet. On n'est pas. D'ailleurs, moi je suis en France, lui il est en Espagne. Hein, donc on fait le webinaire totalement à distance. Ce qui nous connecte entre nous, c'est Internet et BIM Server. Et voilà. Donc justement, hop, on voit sa structure avec radier qui est disponible ici, celle qui l'a modélisée en direct sous vos yeux tout à l'heure. Voilà, on va conclure là-dessus le webinaire. On va peut-être s'intéresser aux questions. Je vais arrêter mon écran. On va pouvoir remettre nos caméras, Antonio. Hop. Voilà. Donc vous êtes encore en télétravail hein, en Espagne. Bien sûr, bien sûr. Bon alors, du coup, qu'est-ce que j'ai comme question? Le module du terrain. Alors, on a le sujet du module de réaction, puisque effectivement, moi, je l'ai manipulé dans
lorsque j'avais les semelles qu'on passe avec le nouveau module de la version 2021, le nouveau module pour l'interaction terrain structuré radié, enfin terrain structure, il faut comment dire, caractériser le module de réaction des semelles isolées. Et puis toi aussi, finalement, dans le radier, tes poutres de fondation, tu étais sollicité par CP4 pour le module de réaction. Donc il nous a demandé voilà, comment bien caractériser ce module de réaction du terrain. Pues on le fait, on a une aide dans le logiciel qui nous permet d'aller dans la mémoire de calcul en PDF. Et dans la mémoire de calcul, nous avons la partie qui est radiée long green, nous voyons, point 2, et la partie 2.2, module de réaction. Ça nous permet de donner des exemples. Premièrement, la théorie, comment transformer selon le type de sol, si c'est sableux ou c'est argileux, et en fonction de la valeur de l'étude géotechnique, comment le transformer par rapport à l'extension de notre fondation. Et nous avons aussi les valeurs orientatives, si on n'a pas une étude géotechnique, pour commencer avec eux. Et les exemples vont nous permettre de le suivre. C'est là, disponible pour tous les utilisateurs. Simplement, il faut avoir le réflexe, bien sûr, d'aller sur aide, comme on a déjà dit, et de la consulter. Aide, mémoire de calcul. Mais de toute façon, dans l'idéal, il faut avoir un échange et consulter ce qui est disponible dans l'étude géotechnique du projet, et à défaut, au moins travailler avec ces valeurs par défaut sur les typologies de sol, celles qui sont proposées dans ce manuel-là, quoi. Ok, alors on a aussi, il nous a demandé j'y suis passé dessus effectivement sur comment caractériser est-ce que les contraintes à renseigner sur le logiciel au niveau de la contrainte de sol, c'est la contrainte ELU ou ELS qui nous est demandé. Alors je vais peut-être partager, y répondre moi, Antonio, à ça. Ok, réponds si tu veux. Donc je vais partager mon écran parce qu'on va montrer quelque chose là-dessus. Partager. Hop. Oui, donc c'est quelque chose qui ça n'a pas échappé à l'œil des utilisateurs, quelque chose qui nous est régulièrement demandé. Alors concrètement, c'est ici, on nous pose souvent la question, est-ce qu'il faut renseigner la contrainte ELU ou ELS du terrain au niveau situation durable, au niveau situation sismique accidentelle? En réalité, la question ne se pose pas exactement comme ça. Là, on est dans un calcul aux eurocodes, donc calcul des éléments béton armé suivant les eurocodes 2, et calcul du système de fondation de l'applique sur le terrain en fonction, c'est plutôt des eurocodes 7. Donc normalement, il faut renseigner justement les eurocodes 7, la contrainte admissible en situation durable, telle que ces eurocodes le définissent. Il ne parle pas de contrainte ELS dans cet eurocode. À titre d'exemple, il suffit de basculer, et c'est là où tout le monde retrouve ses repères, hein, à l'ancienne en fait, et puis c'est encore la norme d'usage dans le nord de l'Afrique, donc il y a peut-être des gens qui écoutent le webinaire. En Afrique en général. En Afrique en général, et au Vietnam. Au Vietnam, on est au BAEL, et donc qui est l'ancienne norme française de béton armé, qui est une très très bonne norme, mais voilà, qui aujourd'hui on est passé à l'Eurocode 2 en France. Alors, quand on passe en BAEL, la question elle est différente. On nous demande justement explicitement la contrainte admissible aux ELU, parce que c'était comme ça que dans les fascicules qui ont trait aux contraintes de terrain qu'on parlait contraintes ELU, et donc on renseigne le rapport de contrainte. On aurait pu demander le contrainte ELS, mais le rapport contrainte ELS-ELU. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est pas le même type de contrainte, et normalement le géotechnicien doit vous parler dans le même langage. Mais de toute façon, le doute qui peut y avoir, c'est par exemple en BAEL, contrainte admissible aux ELU, à quoi ça va être comparé? Ça, on va au niveau des efforts du projet. Si on va dans les états limites, tu peux faire ça directement en combinaison. Ferme cette fenêtre, tu l'auras accepté, et dans les rapports. Ferme la donnée générale, rapport. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te montre? Les rapports. Récapitulatif? Oui, récapitulatif et combination.
La deuxième. Combinaison utilisée dans le calcul, ouais. Ouais. Et il faut, Donc, en fait, sur contrainte du terrain. Il faut aller ici, sur la... voilà. Donc ici, on a ce qui est utilisé pour les calculs des éléments structuraux, béton en fondation. Donc la semelle, la partie calcul de ferraillage de la semelle, on utilise ces coefficients de majoration. Donc on retrouve les fameux 1,35G plus 1,5Q. Hein. Et par contre, en contrainte de terrain, on est sur 1G plus 1Q, quoi. Donc c'est pour la vérification de contrainte de terrain ELS, c'est 1G plus 1Q, et le LU, il était ici. Le LU de rupture contrainte du terrain, c'est on retrouve les 1,35 et 1,5Q. Oui, Antonio? C'est ça qui, le logicien, quand il va faire la vérification de la contrainte du terrain, il va utiliser ces combinations qui sont faites là. Voilà. Il va le comparer avec la traduction de la valeur qu'on a mise selon si on est dans l'Eurocode ou la BAEL. Alors, si je passe en Eurocode, on va voir ce qui se passe. Si je passe en Eurocode 2, France, hop, j'accepte. Oui, tu as raison, c'est plus direct que là, mais là, effectivement, on a accès au tableau général. Mais pour ce projet, on va avoir un rapport personnalisé plus court. Combinaison utilisée dans le calcul. Alors là, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire que tout d'un coup, donc c'est pas là, on est plus en bas. On continue. Contrainte sur le terrain. Eh bien, contrainte sur le terrain, on retrouve 1G plus 1,3Q. Donc, c'est pas la même chose. Donc, il faut mettre en face de ça la contrainte admissible telle qu'elle est définie dans l'Eurocode 7. A priori, on peut plus se dire, si votre géotechnicien il vous parle encore en contrainte ELS, c'est plus la contrainte ELS qu'il faut caractériser, mais ayez un échange avec lui. Vous devez, c'est ça qui va être calculé comme effort appliqué sur le terrain et comparé à la contrainte en situation durable du projet. Par contre, on retrouve pas sur la partie sismique. Non, il faut mettre le séisme pour avoir... oui, il n'y avait pas de séisme dans mon projet, donc il ne vérifiait pas le cas de mais il va le montrer de la même façon. Ouais, il va le montrer de la même façon. Ok. J'espère que ça aura clarifié, mais de toute façon, encore une fois, c'est un sujet, on y répond assez couramment en support. Il y a une question, Antonio, sur la différence entre les poutres de fondation, t'en as parlé, les différences de poutres de fondation et poutres de chaînage dans les radiers, quand est-ce qu'il faut utiliser l'un ou l'autre? C'est relatif pour donner plus de rigidité et sur la descente de charge. Ça veut dire que si le contour est proche des poteaux, c'est meilleur de mettre un élément et dont on va dimensionner les armatures de ces poutres qui seront plus tard tenues en compte pour le fonctionnement. Non? Et quand on n'a pas besoin, on met un chaînage non structuré. C'est le cas où le détour ou le contour est loin de la ligne des poteaux. En fait, je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que à la fin, au niveau calcul, le logiciel CPCAD, il va calculer si on fait un radier, par exemple, que par des poutres de contour, des poutres de chaînage, en fait, pour le logiciel, de manière calculatoire, il n'y a qu'un radier. D'accord. Au niveau calcul, c'est que le radier qui fonctionne avec aux éléments finis. Il n'y a rien au niveau de cette poutre de chaînage. Elle aura juste servi de contour pour définir le radier. Donc, quand on fait ça, il n'y a qu'un radier. Dès lors qu'on fait des poutres de fondation, à la même épaisseur, comme tu l'as fait toi, ou plus épaisse dans le radier, là, on est en train d'avoir un radier qui fonctionne de manière conjointe avec des poutres qui s'appliquent sur le terrain. Et ces poutres-là apportent de la raideur et il y a un ferraillage aussi qui est présenté par le logiciel et une vérification de cet élément qui est plus de type poutre au lieu d'être type radier. Donc on peut être dans la même épaisseur, une poutre plate, ou on peut être nervuré, nervurer un radier grâce aux poutres de fondation. Ouais. La bonté du logiciel, ça permet de gérer, de vérifier chaque situation. Non? On peut voir que de manière locale, dans les différentes régions, en fonction du type de terrain, ils ont la tendance d'utiliser certains types de radiers avec nervurés et d'autres points, on n'utilise pas les radiers avec nervurés. Et donc, ça va dépendre un peu de la combinaison que l'utilisateur veut donner. Non?
Ouais, mais après ça peut voilà, c'est effectivement, suivant si on veut lui apporter de la raideur qu'on va pouvoir utiliser cet élément-là. Écoute, on va clôturer là-dessus, parce qu'il y a pas trop d'autres questions. Juste, rappel, enfin il y avait une question sur la partie, de nouveau ferraillage des radiers. Justement, je vais en profiter pour clôturer en disant que aujourd'hui, donc c'était notre webinaire sur la partie calcul de fondation et échelle CP. La semaine prochaine, donc encore une fois, et ça va être disponible aussi en replay sur le cycle, le dimensionnement de poteaux et poutres en béton armé, le lundi à 11 h on sera avec Yacine. On se retrouve, Antonio, toi et moi, le jeudi 19 novembre pour le calcul et le ferraillage de plancher en dalle pleine et renfort de poinçonnement. Et justement, on parlera de ce que tu as abordé tout à l'heure, d'un peu plus de détails de comment optimiser le ferraillage de ces éléments type plancher, type radier, et comment traiter le sujet des poinçonnements dans les radiers, parce qu'il y a un module qui est très intéressant. Et en réalité, on expliquera qu'il y en a deux façons de calculer le poinçonnement en CPCAD. Deux méthodes qui se donnent à la main. C'est-à-dire, on doit savoir les avantages, inconvénients, et pourquoi ils se lancent à la fois, non? On n'a pas. Ça marche. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Antonio. Merci à toi. Merci à toi et tous les participants, bien sûr. Voilà. Donc, je rappelle peut-être, voilà, si vous voulez continuer les échanges sur des échanges techniques au sujet, là, c'était les fondations. N'hésitez pas à nous solliciter, donc les utilisateurs français, support.france@cip.com et support international francophone, support@cip.fr. Merci beaucoup, Antonio. Merci Yves. Au revoir. Au revoir.